Bienvenue dans Soror, je suis Sonia Boisdur et je reçois des entrepreneuses audacieuses qui nous livrent leur parcours et qui te donnent un retour d'expérience concret pour que toi aussi tu réussisses. Dans cet épisode, je reçois Safia Gourari qui nous livre son parcours et qui parle de podcasts, de YouTube et de formation. Si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à t'abonner et c'est parti, on découvre le parcours de Safia. Hello Safia. Salut Sonia. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Soror. Merci, moi aussi je suis très contente d'avoir une petite discussion avec toi. On s'est croisés furtivement un jour dans un événement. T'avais gagné un quiz. Oui, c'est vrai. Je t'ai montée sur scène, je me rappelle. Exactement. Ouais, je me suis dit, tiens, ouais, super, parce que du coup on donne les noms des gens qui ont gagné le petit quiz et je me suis dit, ouais, bravo et tout. Et après on s'était recroisés et je dis, mais je te connais toi. Je t'ai vu tout à l'heure sur scène. Et effectivement, c'est plus simple aussi pour engager la conversation avec des gens que tu connais pas forcément. Exactement, du coup, après ça, j'ai commencé un peu à fouiner dans tes réseaux, sur ta chaîne YouTube, sur ton Insta. Et je me suis dit, waouh, cette meuf, elle envoie. Ben, merci, ça fait plaisir. Et je me suis dit, waouh, elle a une expertise de ouf. Et du coup, je vais l'inviter sur le podcast. Et je suis trop contente, du coup, qu'on puisse partager ce moment et que tu puisses nous raconter un peu ton parcours, qui tu es. Je te laisse la main pour te présenter. Ouais, alors c'est dur de se présenter, je trouve, avec le temps, parce que petit à petit, on ajoute des choses à ce qu'on fait, etc. Mais je dirais qu'avant tout, je suis une créatrice de contenu à travers différents formats, que ce soit du podcast, de la vidéo, du contenu sur les réseaux sociaux. Et j'aime bien que mon contenu soit en rapport avec mes expériences et ce que j'apprends. Donc, je parle de développement personnel, je parle d'entrepreneuriat, je parle de podcasting. Je suis pas du genre vraiment à m'étriquer dans une niche ou un domaine spécifique. J'aime bien que ce soit le reflet de... En fait, j'aime bien transmettre ce que moi je vis ou ce que je fais, ce que je réussis, ce que je fais pas bien non plus. Et donc, je crée du contenu sur Internet autour de tout ça. Trop bien, trop intéressant. Et du coup, sur ta chaîne YouTube, justement, moi, ça m'a bluffé de voir à quel point tu partages énormément de manière hyper généreuse, à la fois sur tes apprentissages, sur ton parcours. Et on a le sentiment d'assister comme à une révolution personnelle, à une évolution personnelle. Et j'admire vachement la façon dont tu es à l'aise, en fait, à la face cam. Et j'écoutais, je sais plus si c'était, je pense que c'était un épisode dans lequel tu disais, en réalité, je suis assez timide. Ouais. Et je me suis dit, ah bon? Comment ça se fait? Ouais, mais tout le temps, tout le monde m'a dit, mais quoi? Et t'es pas timide, toi? Je suis en mode, si, je te jure. Et en fait, c'est vrai que j'ai plus de facilité alors, j'adore parler, j'adore transmettre. Enfin, vraiment, j'aime bien, partager des choses. Mais c'est vrai que quand je connais pas les personnes, en fait, je suis vachement intimidée. Et du coup, le fait de le faire tout seul, moi, ça m'aide à passer à l'action. Et donc, c'est pour ça que, premièrement, j'ai créé un blog en 2016. J'avais envie de partager des choses, mais en même temps, à ce moment-là, je connaissais les blogueuses et je connaissais les youtubeuses. Et la vidéo, c'était une trop grosse sortie de zone de confort. Genre, la Safia de 2016, elle était absolument pas prête. Donc, j'ai lancé mon blog. J'ai commencé comme ça. Dès que je me suis sentie un peu plus en confiance, j'ai lancé ensuite un podcast 3 ans après. L'année dernière, j'ai lancé la chaîne YouTube, mais en fait, je fais vraiment les choses petit à petit et j'ai besoin de les faire dans mon coin. J'ai besoin de me prouver à moi-même que, ok, j'y arrive, ça va, je peux le faire. Et en fait, petit à petit, comme ça, j'ai appris à travailler sur moi et sur ma relation aussi avec les autres. Aujourd'hui, je suis pas non plus, demain, tu me mets devant 300 personnes, je vais pas réussir. Je le sais très bien, je me connais. Mais j'y travaille petit à petit et la personne que je suis aujourd'hui, elle est moins timide qu'avant, mais je travaille encore dessus, tu vois. Ok, trop bien. Du coup, dans tes vidéos, tu parles beaucoup de mindset, justement, de développement personnel, de réussite, d'échecs. C'est quoi, toi, tes challenges? J'en ai beaucoup. Je dirais que le challenge du moment, c'est qu'en fait, j'arrive à un stade où moi, je fais de la formation en ligne, entre autres. Depuis, en fait, j'ai lancé mon premier infoproduit en 2017. Okay. C'était un petit guide PDF Pinterest. Parce qu'à ce moment-là, quand t'achetais une formation, c'était de l'écrit, c'était pas de la vidéo comme aujourd'hui. Donc, j'avais écrit un PDF sur Pinterest parce que j'avais un blog qui avait bien marché. Et donc, j'expliquais aux blogueuses comment générer du trafic depuis Pinterest vers leur blog pour se faire connaître, etc., etc. Et donc, j'ai commencé avec ça. Et c'est vrai que j'arrive à un stade où je suis en mode, ok, j'ai besoin de faire autre chose. Donc, mon challenge, c'est que j'ai toujours su que j'allais pas faire de la formation en ligne pour toujours. Donc, je sais aussi que je vais pas faire ça encore pendant un grand nombre d'années et que j'arrive, entre guillemets, sur la fin. Mais en même temps, j'ai pas la suite. Donc, tu vois, c'est hyper frustrant parce que je me lève le matin, je suis en mode, ok, je sais ce que je veux plus. Mais alors, ce que je veux,
j'ai du mal à le trouver. Donc je fais plein de trucs au quotidien, je teste plein de choses jusqu'à trouver un truc qui me donne une petite étincelle et sur lequel je peux passer un peu plus d'énergie. Mais on va dire que voilà, actuellement mon challenge c'est ça, c'est d'être un peu dans le flou quand t'as entre guillemets réussi à construire des trucs à côté, mais que voilà, tu sens que t'es à un pivot de ta vie, tu vois que t'es à un nouveau chapitre. Ouais, et d'ailleurs, tu le dis dans une de tes vidéos, c'est oser faire des choses, oser passer à l'action. Oser être nul au début oser être dans nul. quelque chose de nouveau. Ouais. Franchement, c'est pas simple. Genre, en termes d'ego, tu vois, c'est pas facile. C'est vrai. Genre, j'ai lancé ma chaîne YouTube, hyper emballée, hyper contente. Voilà, au final... parce que en fait, ok, on va parler français. T'as un peu d'ego, tu vois. T'as un compte Instagram qui a presque 50K, t'as un podcast que les gens écoutent, t'as une newsletter que les gens lisent. Tu te dis, ok, c'est bon, je vais lancer sur notre plateforme. Ça va aller vite, tu vois. Pas du tout. C'est hyper dur de faire passer les gens d'une plateforme à l'autre. Et en fait, au final, ça fait du bien parce que ça te remet les pieds sur terre aussi, en mode, en fait, charbonne, quoi. Tu veux que ça marche, tu mets l'énergie dedans. Donc, il y a ce côté aussi qui accepte d'être nul, accepte de remettre les mains dans des outils techniques, genre apprendre le montage vidéo, avoir la patience de développer ta chaîne. Mais en même temps, ça te fait aussi apprécier les petits steps du début que t'as plus sur certaines plateformes, tu vois, genre t'es trop content d'avoir 1000 abonnés, t'es trop content quand ta vidéo elle fait, je sais pas, 500 vues en une journée, tu vois, ce genre de petits steps là, je les chéris aussi parce que moi je sais que mon contenu, tu vois, je sais que ma chaîne YouTube elle va bien marcher parce que mon contenu il me passionne et je sais qu'il est de valeur, tu vois, et je sais, en fait j'ai pas envie d'oublier tous ces moments là du début où j'ai un peu galéré, etc. Même si franchement je suis pas à plaindre parce que j'ai pas mal de retours et tout. Mais je chéris vraiment ces petits moments-là où je réapprends en fait. Et je repars de zéro alors que j'ai construit déjà plein de trucs et je me remets dans une position où j'ai tout à découvrir. Ouais. Et ça, c'est à la fois challengeant mais à la fois motivant. Ouais, et ça me fait penser à un concept un peu psychologique qui est le concept de Dunning-Kruger, je sais pas si ça te parle. Ça me dit quelque chose. Sur l'apprentissage, et en fait, qui explique que lorsque tu es en apprentissage, tu vas passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est la montagne de la stupidité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas apprendre des choses et tu vas avoir l'impression de maîtriser un sujet, d'être trop fort et de plus rien avoir à prouver. Et tu vois, tu es en ultra confiance. Deuxième étape, tu passes par la vallée de l'humilité. Et là, tu te rends compte qu'en réalité, t'es pas du tout un expert sur le sujet, que t'as plein de choses à apprendre. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tu vois, à cette étape. Et du coup, ça te met en mode parfois aussi, oula, il faut que je fasse des choses, mais vas-y, j'ai peur, j'ai pas assez confiance. Et troisième étape, tu arrives sur le plateau de la consolidation, ils appellent ça. Et donc là, c'est une étape où tu as un peu plus de recul, d'objectivité sur ton expertise, en fait. Donc je trouve ça hyper intéressant, ces différentes étapes, de voir que quand tu lances un projet, quand tu te lances sur une chaîne YouTube ou autre, ou avec un podcast, ou un podcast comme moi, voilà, bah, tu vas avoir différentes phases, en fait, et c'est OK, et c'est normal, quoi. Par rapport on parlait de la peur de l'échec. Est-ce que tu as déjà eu peur de réussir? Parce qu'on parle assez peu de cette peur-là, qui est un peu je dirais, l'autre côté de la pièce, tu vois. Ouais. Est-ce que j'ai déjà eu peur de réussir? Je pense que ouais, j'ai déjà eu peur de ce que certaines choses pouvaient m'apporter. Et du coup, je les ai un peu freinées ou restreints, ou j'ai pris du recul parce que j'ai senti que j'étais pas forcément prête. Tu vois, par exemple, quand tu travailles sur une collaboration avec quelqu'un et tu sais que si tu rebondis sur cette collab, que tu communiques toi aussi, etc., en fait, ça peut te booster énormément. Ouais. En fait, je sais qu'il y a des fois où je l'ai pas fait volontairement, où j'ai laissé le truc se tasser, parce que je sentais que j'étais pas dans le mood ou l'énergie pour assumer ce qu'il allait avoir derrière. Et aussi parce que, en fait, alors je crée du contenu sur Internet et tout, c'est un peu paradoxal, j'ai envie de développer, j'ai envie que ça fonctionne, mais en même temps, je veux pas être connue. Tu vois, je veux que ce que je crée, ça serve aux gens. Je veux être riche, comme plein de gens, mais je veux pas être connue. Genre, je veux pas être célèbre, je veux pas être une influenceuse, je veux pas que les gens me reconnaissent dans la rue. J'adore mon anonymat. Et je pense que ce truc-là aussi, à plusieurs reprises, ça m'a fait refuser des projets, en fait. Okay. Parce que j'étais en mode, OK, j'ai pas envie de cette lumière-là, quoi. C'est intéressant, j'écoutais un podcast de Chloé Bloom là-dessus, qui racontait qu'en fait, elle se prend des vagues de sollicitations, de sursollicitation, en fait, où elle est sans cesse harcelée, sollicitée, contactée, à tort et à travers. Et d'ailleurs, elle dit que c'est une des raisons pour lesquelles elle habite pas en France, c'est parce qu'en fait, ça l'étouffe, quoi. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de la notoriété, de se rendre visible, de réussir sur les réseaux et tout, mais en fait, la face cachée aussi de tout ça, c'est toute la pression que ça peut te mettre derrière. Et je comprends, et je comprends que ce point-là. Mais c'est vrai que je te posais la question sur la peur de la réussite, parce que souvent, on parle de la
peur de l'échec, mais réussir, ça peut faire peur aussi. Et toi, tu l'as ressenti ? Moi, je l'ai vachement ressenti. Genre, l'année dernière, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment cette peur de me dire, mais en fait, si tu lances des projets, si ça marche, peut-être que ta vie va changer, ton entourage change, tes responsabilités évoluent, et quelque part, ça peut te mettre une forme de pression, quoi. Et je pense que c'est assez propre à nous, les femmes. Enfin, je veux pas faire de généralité, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas cette peur-là. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est assez... Je le comprends, ouais. Non, franchement, je le comprends. C'est vrai qu'on met pas assez la lumière sur cet aspect-là, alors que c'est tout aussi intéressant, tu vois, à aller creuser. Hein. Ça révèle des choses sur nous, ça nous permet de prendre conscience de ce qui importe vraiment, tu vois, de nos valeurs, de ce qu'on a envie de construire. Je trouve que ça a un impact sur toute la façon dont on va gérer notre activité par la suite. Exactement. Tu parlais juste avant, je vais rebondir sur un point parce que ça m'a interpellée. Tu as dit j'ai envie d'être riche comme beaucoup de monde, effectivement. C'est quoi ton rapport à l'argent ? Ça a été compliqué dans le sens où alors je viens d'une famille modeste et c'est vrai que quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec mon activité, au tout début je gagnais pas beaucoup et en fait j'ai mis plusieurs années à générer un revenu stable. Parce que je me prenais pas au sérieux, tout simplement. Ouais. Donc voilà, je faisais les choses de temps en temps, pas à fond, etc., etc. Et en fait, en 2020, comme beaucoup de gens dans le digital, je précise, mon activité a pas mal grandi. Et en fait, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Sur l'année 2019, j'avais généré un peu entre 25 et 30 000 euros annuels. Okay. Et en 2020, j'en ai généré 130 000. Okay. Et en fait, j'avais de l'argent, donc j'étais très contente. Mais en même temps, ça ne m'a pas enlevé mon sentiment d'insécurité. J'avais toujours l'impression qu'il n'y en avait pas assez. Et j'avais toujours l'impression que je devais faire plus et que ça allait partir. Tu vois, j'étais devenue un petit écureuil qui travaillait à fond, genre presque 7 jours sur 7. Le confinement n'a pas aidé, bien sûr. Mais j'étais devenue un petit écureuil qui travaillait à fond et qui dépensait pas son argent. Donc je laissais tout sur le compte de l'entreprise au cas où. Au cas où je ne sais pas. Au cas où. Et en fait, je me rendais compte que tout le temps, je me mettais une pression incroyable et que j'avais toujours le sentiment que c'était pas assez, qu'il fallait que j'aille chercher plus loin, etc., etc. Donc, ça a été un peu compliqué. Aujourd'hui, avec du recul, alors, je dirais pas que je suis bien, parce qu'il y a encore des moments où je stresse pour l'argent, alors que j'ai pas besoin de stresser. Mais je mets plus autant la pression et surtout, j'ai plus les mêmes objectifs qu'avant. Okay. Dans le sens où la Safia de 2020, c'était une Safia qui voulait toujours plus. La Safia de 2024, elle est en mode, j'ai un objectif, et une fois que je l'ai atteint, c'est bon, ça me va. J'ai pas besoin d'aller chercher plus. Genre en 2023, je me suis fixé un objectif de chiffre d'affaires, je l'ai atteint avant la fin de l'année. Et au lieu de passer le reste de l'année à charbonner pour me surpasser, comme l'aurait fait la Safia de quelques années, en fait, stop. Ok, bon je ralentis le travail. J'ai pris du temps pour moi, j'ai passé du temps avec mes proches, etc. Donc il y a plus de sérénité, on va dire, autour de tout ça, mais ça n'a pas été simple pour le coup. Ok, et c'est quoi tes sources de revenus, justement ? Alors il y a la vente de formation en ligne, qui est ma source de revenus principale. Il y a l'affiliation, je fais de l'affiliation aussi. J'adore ça, franchement, je trouve que c'est trop bien, trop pratique, c'est accessible à tous. Je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, tu as fait une vidéo là-dessus que je vous invite à regarder. Parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment génial et je trouve qu'on ne l'exploite pas assez. Les influenceurs le font beaucoup, mais je trouve que les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les infopreneurs, etc., n'exploitent pas, alors que, en fait, on a autant de richesse en termes d'audience, de contenu que d'autres types de créateurs de contenu et que ce serait dommage de pas en profiter, quoi. Il y a plein de perspectives de croissance avec cette source de revenus-là. Et après, il y a d'autres choses en perso, genre de l'immobilier, etc. Mais après, il y a aussi YouTube qui commence un petit peu, pour l'instant, à me générer des sous. On est encore au début, donc je vis pas avec, clairement. Okay. Et après, moi, l'un de mes objectifs aussi, dans les années qui viennent, ce serait de vendre des produits physiques. Ok. J'aimerais bien faire ça. J'aime trop, je pense que je ferai un concept store parce que j'aime trop de trucs différents. Et en fait, je trouve que c'est la bonne coupelle pour mettre, tu vois, tout en dessous. Donc, je pourrais vendre des bougies, moi qui adore ça, j'ai déjà des concepts en tête. Je pourrais vendre des planeurs, des agendas. En fait, j'ai plein d'idées de plein de trucs. Donc, je pense que dans les années qui viennent, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube, parce que la chaîne YouTube, certes, j'adore faire de la vidéo, mais je sais aussi que ça peut être un vrai tremplin pour la suite. Et comme je sais pas non plus ce que j'ai envie de faire, je me suis dit, la chaîne YouTube, elle va m'ouvrir des portes. Je sais pas encore quoi, mais je sais que ça va m'ouvrir des portes. Et donc, du coup, le plan, ce serait de développer une activité comme celle-ci. Avec des produits physiques. Est-ce que tu vendras du matcha dans ton concept store? Ouais, c'est une bonne question. Passons matcha. Passion matcha, mais tu vois, ça n'a pas commencé en mode histoire d'amour.
Ah oui, pas tout de suite. Ouais, non, j'ai goûté les mauvais matchas, genre dans des cafés un peu random et tout, et j'étais en mode, mais les gens font semblant. Comment est-ce qu'on peut aimer cette boisson qui a le goût d'air, vraiment, tu vois? Et en fait, non, j'ai fait une story un jour pour en parler, et on m'a recommandé plein de marques. J'en ai choisi une, j'ai acheté, j'ai goûté, et j'ai bien aimé. Et je me suis dit, ok, en fait, je prends du plaisir à boire ça, et c'est une bonne alternative plus saine au café. Ouais. Donc, du coup, j'ai arrêté le café. Je bois du matcha. Je sais pas si un jour je lancerai une marque de matcha. Pourquoi pas. Ouais, j'ai encore pas mal de choses à explorer sur ce produit-là, tu vois, mais ça pourrait arriver. Ouais, t'en bois aussi? J'en bois du coup depuis que je vois que c'est trop bon et que, il y a pas mal de comptes sur Insta qui partagent et tout. Donc non, c'est vrai que ça permet de boire moins de café. Ouais. Ça a cet avantage-là. Ouais, et puis en termes d'énergie, ça me tient plus longtemps, je trouve. Ok. Le café, ça me fait un pic, et ensuite, pouf, ça redescend. Et le matcha, je trouve que je suis mieux, plus énergique pendant plusieurs heures, quoi. Ok, on mettra le lien d'affiliation. J'en ai pas encore. Ah, oui, pas c'est encore. une bonne idée. Tu disais juste avant que tu as beaucoup charbonné, tu travaillais, tu te poussais énormément pour atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que tu reviens aussi plus au sujet de la santé mentale, la santé physique. C'est des sujets qui reviennent beaucoup dans tes contenus, notamment sur YouTube. C'est important pour toi aujourd'hui ? Ouais, parce que j'ai été une personne hyper sédentaire pendant plusieurs années et que, comme tu l'as dit, en fait, j'étais dans le hustle, quoi. Ma vie, c'était mon travail, genre vraiment, et ça me rendait pas heureuse. Hein. Je travaille à fond, tout le temps, je sacrifiais des soirées entre amis, etc., parce que je devais finir tel truc. Puis au bout d'un moment, en fait, c'est l'année 2020 qui m'a fait prendre plein de réalisations. Je pense que j'ai tout vécu un peu intensément, et je me suis dit, ok, en fait, je me sens pas bien. Ça me convient pas, etc. Donc j'ai commencé à être un peu plus soucieuse de différentes façons dont je pouvais me sentir mieux psychologiquement, et ça passe par l'activité physique. Donc voilà, le fait d'avoir inclus des séances de sport. Moi, je fais du CrossFit depuis. Je suis entrée dans ma 2e année, du coup. Ça fait 1 an et demi, on va dire, un peu plus d'1 an et demi que je fais du CrossFit. Et en fait, ça a changé les choses parce que certes, je suis en meilleure santé, je perds du poids, etc. Donc c'est génial. Mais en fait, mentalement, ça change tellement tout de juste déconnecter du travail, d'aller se dépenser, de se défouler. Et en fait, ce qui a fait la différence, je pense, pour moi, qui est une personne hyper sédentaire et pour qui c'était le travail d'abord, c'est qu'en fait, j'ai un peu changé mon agenda où j'ai toujours planifié mes séances de sport. Alors avec un coach, parce que même encore aujourd'hui, je peux pas faire du sport toute seule. Je sais que c'est un budget et tout, mais ça fait partie des choses pour lesquelles je travaille. Je travaille pour avoir ce genre de confort. C'est que voilà, moi j'ai besoin que quelqu'un me dise fais ça, qui m'encourage. Sinon je fais rien. J'ai déjà essayé toute seule, même en ayant 1 année de sport de manière hyper régulière, même seule. J'ai pas envie. Donc, puis il y a toujours un moment où tu te décourages en plus. Et le coach, il est là justement pour venir te prendre par la main, te dire allez, on y va. Exactement. Des fois, t'as pas envie. T'as pas envie, t'es dans ton canapé, tu te dis purée, j'ai sport dans une demi-heure. Et en fait, il est là, donc je suis obligée d'y aller, tu vois. Et en plus, c'est pire, il vient chez moi. Je sais même pas, j'ai pas d'excuse en mode faut que j'aille à la salle. Pas du tout. J'ai aménagé une mini home gym, une petite salle de sport où en fait, c'est lui qui vient. Donc j'ai vraiment pas d'excuse. J'étais en mode ok. Et donc en fait, je planifie mes séances de sport avant tout dans mon agenda. Genre c'est mes créneaux là. Et en fait, tout le reste autour va s'ajuster un peu. Et en fait, je me suis rendu compte, même si voilà, j'avais toujours l'impression que j'avais pas le temps de faire du sport, pas le temps de prendre soin de moi, pas le temps de me reposer. Je culpabilisais de mon canapé, tu vois. Quand mon bureau il était chez moi, j'étais dans mon canapé et je voyais mon bureau, j'étais en mode mais je devrais être en train de travailler là au lieu de regarder la télé. Ça te parle? Non mais c'est ça. Et puis souvent quand on dit j'ai pas le temps de faire quelque chose, en réalité moi je l'entends comme c'est pas ma priorité. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait j'ai changé les choses il y a 1 an et demi. Je me suis dit que j'avais envie d'être en meilleure santé, que j'avais envie de me sentir bien dans ma peau aussi, que j'avais envie d'avoir un peu plus d'espace mental, tu vois, pour penser, pour réfléchir. Parce que quand tu es constamment dans le travail, en fait, tu t'en sors pas, tu vois, tu coules un peu. Et donc, l'une des façons de faire ça, ça a été de m'instaurer une routine sportive. C'est vrai que je communique beaucoup là-dessus parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper important et que, mine de rien, on n'en parle pas tellement dans l'entrepreneuriat. Ou alors, les personnes qui en parlent, c'est des personnes qui ont déjà un niveau hyper élevé, tu vois. Et moi, je suis en mode, je suis nulle. Je galère, regardez-moi, tu vois. Genre, mais je le fais quand même. Voilà, exactement. Donc, je me dis, en fait, pour les personnes qui ont envie de se lancer, mais qui osent pas, tu peux te reconnaître, en fait, dans moi, tu vois. J'ai encore beaucoup de chemin à accomplir dans le sport, tu vois. Je suis loin d'être sur la ligne d'arrivée, mais en même temps, je vois les bénéfices et le fait de partager, je me dis, ok, peut-être que ça va parler à une personne et que, je sais pas, demain, il y a quelqu'un qui va se dire, ok, je prends un coach ou ok, je vais juste aller marcher, tu vois. Alors que j'ai passé la journée derrière mon ordi, je vais déjà apporter un petit changement. C'est ça. Pareil, team sport aussi à fond, team coach qui vient en bas de chez moi. D'ailleurs, big up à ma coach.
Il y a donc il y a la santé mentale et il y a la santé physique, t'en as parlé, et il y a la gestion des émotions aussi. Ça, c'est un sujet que tu abordes. Comment tu travailles là-dessus, justement, sur tes émotions ? C'est un travail en cours, en vérité, parce que moi, j'ai été du genre à tout mettre dans une boîte et la ranger. Voilà. Et ensuite, je continue ma vie jusqu'au moment où la boîte, c'est bon, je peux plus la porter, elle est trop lourde, donc elle tombe et je pète un plomb. Donc, en gros, ça a été ça pendant très, très longtemps. Et au final, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est d'écrire. Je suis pas du genre à parler à quelqu'un, j'aime pas ça. Je sais que voilà, il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien et tout. En fait, moi, j'aime pas me livrer aux gens. J'aime pas ça. Et donc, l'un des moyens dont je travaille là-dessus, c'est que j'écris, genre un peu de journaling. En fait, déjà, ça me permet juste de prendre un peu de recul sur la situation. Ok. Une fois que je sors de ma tête et que je sors de mon oh là là, je suis obsessionnelle là-dessus. Ouais. Une fois que c'est sur le papier, ok, est-ce que ça vaut le coup que je me torture l'esprit pour ce truc-là ? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça ? Tu vois, j'essaye de me comprendre et tout. Mais je dirais que c'est un travail de longue haleine. Je sais pas si ça va être un travail d'une vie, tu vois. Mais en tout cas, c'est un truc sur lequel je travaille continuellement et de cette façon. Tu vois, je trouve que c'est une bonne alternative pour le fait d'essayer de se comprendre. Ce qu'on a tendance à dire, où tu dois absolument, je sais pas, aller voir un psy, un thérapeute, en parler avec quelqu'un. En gros, tu dois absolument en parler. En fait, tu fais ce qui fonctionne pour toi. Et si toi, ça te convient de juste voir ça avec toi-même, bah, c'est correct aussi, tu vois. Comment tu gères ça, toi, de ton côté ? Alors, moi, je l'ai fait beaucoup par écrit. Aussi, j'avais une phase de journaling assez importante qui m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs. Genre, moi, je vois, j'ai quitté le salariat en relisant mes carnets de journaling, tu vois. En me disant, waouh, en fait, je suis en souffrance absolue, tu vois. Genre, tous les jours, je l'écris. Ouais. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Et après, ça a évolué. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis. On a tous nos façons d'extérioriser. J'ai eu cette phase de journaling. Et après, j'ai aussi une phase plutôt de me livrer à un coach. J'ai vu aussi un psy. Et tu vois, je pense que ça évolue en fait au cours du temps. En fonction des périodes, tu peux avoir plus ou moins envie d'être dans l'expression vis-à-vis, en tout cas, de se faire aider ou pas, quoi. Ouais. Il y a une phrase qui m'a marquée de ma coach, là, justement, dernièrement. Elle m'a dit « Ce que tu réprimes s'exprime par compulsion. Ce que tu réprimes s'exprime par compulsion. » Autrement dit, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tes émotions, si tu les refoules à l'intérieur, que tu les sors à aucun moment, que tu es en mode tout à l'intérieur, en fait, c'est la cocotte minute, quoi. À un moment ou à un autre, c'est... Ouais. Donc, je trouve que trouve ton moyen, si c'est l'écrit, si c'est un psy, si c'est un coach, si c'est peu importe. Mais effectivement, il y a ce travail-là d'aller regarder à l'intérieur de soi et c'est pas toujours facile en vrai. Ouais, c'est hyper inconfortable. Personne n'a envie d'aller chercher ces trucs-là. Tu vois, s'il y a des gens qui disent qu'ils aiment bien être vulnérables, etc. Est-ce que c'est vrai ? Oui, peut-être. Mais moi, non, par exemple. Tu vois, j'aime pas aller creuser. C'est pour ça que je pense que j'ai jamais été le genre de personne qui a fait des coachings. Ouais. Se faire coacher, tu veux dire même en one-on-one, etc. Tu vois. J'ai jamais fait parce que je veux pas être confrontée à une personne qui va me dire va creuser en fait. J'ai pas envie. Donc j'ai contourné à chaque fois ce truc-là pour éviter de m'y confronter. Mais totalement. Je me souviens de séances avec ma coach où elle me disait tiens, regarde, t'entends là, t'as évoqué tel sujet, on va ouvrir cette porte. Je suis là, non, je veux pas ouvrir cette porte. Et en fait, bien souvent, quand t'as pas envie d'ouvrir une porte, c'est que t'as besoin de l'ouvrir. 100%. Donc voilà, mais effectivement, prendre soin de soi, de sa santé physique, de sa santé mentale, de ses émotions, ça, c'est vraiment des sujets qui reviennent régulièrement je trouve que c'est le nerf de la guerre, tu vois, parce qu'on a beau t'apprendre tout ce que tu veux dans n'importe quel domaine. Moi, je parle beaucoup de podcasts. Je peux t'apprendre à lancer un podcast. Je peux te donner les clés pour le développer, etc. En fait, c'est toi qui es livré à toi-même au quotidien. Comment tu te sens vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du fait d'être écouté, d'être potentiellement critiqué, du fait qu'on te ferme des portes, etc. En fait, je trouve que c'est bien d'avoir des clés pour passer à l'action, mais en même temps, ça fait pas tout. Et qu'on a tendance à trop négliger tout ce qui est en rapport avec le mindset, etc. parce que c'est pas tangible et que t'as pas forcément de résultats tout de suite, tu vois. Ouais, puis il y a un peu un shitstorm aussi sur le développement personnel, j'ai l'impression. Je sais pas, comme si c'était un truc mal ou que c'était un truc d'amateur. Non, moi je trouve que se développer, travailler sur soi, c'est très sain en fait. Ouais. Il faut le faire. Après, c'est pas toujours facile. C'est bien de se faire aider quand on a envie, quand on a besoin. Mais j'aime pas trop cette traîne là de dire le dev perso. De toute façon. Ouais. De toute façon, toutes les traînes qui bâchent d'autres domaines perso, ça me convient pas. Enfin.
j'ai jamais compris ce concept-là de taper sur une niche, un domaine ou quoi pour s'élever un peu, mettre en avant, oui, mais moi, ce que je fais, c'est vrai, c'est concret, ça va vraiment t'aider. En fait, c'est bon. Ouais. Si t'étais si confiante, t'aurais pas besoin de taper sur les autres, tu vois. C'est clair, c'est clair. Parlons un peu de podcasting. Avec plaisir. Parce que c'est ton domaine d'expertise, c'est ton sujet niche, c'est ta niche, oui. On va dire. Disons que c'est ce pourquoi je suis entre guillemets connue. C'est-à-dire que mon nom est associé à ce domaine-là. Ok. Ça fait du coup combien de temps que tu t'évolues dans ce milieu-là, le podcasting ? Alors, j'ai découvert ça en 2018, donc j'allais dire assez tard. Mais en même temps, pour quelqu'un en France, pas tellement. Parce qu'en fait, je l'avais lancé mon blog, je commençais à vendre un petit peu mon e-book et j'avais envie d'apprendre en fait sur la vente. Et j'étais tombée sur des podcasts. En fait, j'avais trouvé l'application Apple Podcast sur mon téléphone par hasard. Genre, elle était là. Un jour, j'ai cliqué dessus. Vraiment. Hein. Et je suis tombée sur des podcasts. Et donc, j'ai été dans la catégorie marketing, entrepreneuriat. J'ai découvert Jenna Kutcher, son podcast Gold Digger. Pour moi, ça a été the révélation. Vraiment, je l'écoute encore aujourd'hui. J'ai découvert Amy Porterfield. Et en fait, je me suis dit que c'était absolument génial juste de pouvoir écouter des gens t'apprendre des trucs pendant que, je sais pas, t'es en train de dessiner, t'es dans le train, tu cuisines dans un... Ouais, franchement, ouais. Et j'étais en mode, c'est révolutionnaire. Donc, je me suis dit, ok, je vais lancer un podcast. Bon, au final, j'ai eu un peu peur de tout ce que ça impliquait. Donc, genre, à l'été 2018, j'ai un peu laissé tomber l'idée, tu vois. Je me suis dit, ok, non, en fait, je vais continuer avec mon blog et puis on verra par la suite. Et au final, moi, j'ai besoin des 1er janvier. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas les résolutions en mode c'est vrai. Tiens, moi oui, je tiens mes résolutions. Et donc janvier 2019 arrive et je suis en mode je vais lancer mon podcast. Je le fais, donc je le fais un peu sur un coup de tête. J'apprends à monter avec des tutos sur YouTube. Tu vois, de Pat Flynn, je sais pas si tu connais. Non. C'est un podcasteur américain, mais c'est aussi un entrepreneur. Il a aussi une formation sur le podcasting, entre autres, tu vois. Donc il a un podcast qui est très écouté, qui fonctionne bien. Et donc j'ai appris avec ses vidéos, tu vois, comment faire du montage. Et donc je me suis lancée un peu sur un coup de tête. Et l'idée pour moi, c'était que en fait, j'étais lassée d'écrire des articles de blog. Parce que certes, il y avait beaucoup de visites sur mon site, tu vois. C'était un site qui générait plus de 200 000 visites par mois. Donc c'est quand même beaucoup. Mais en fait, il n'y avait pas d'interaction avec les gens. Tu vois, et j'étais en mode mais c'est bizarre, j'ai l'impression que tout le monde me regarde mais qu'en même temps tu vois il y a rien, donc j'avais besoin d'un truc un peu plus vivant. Bon, j'étais toujours pas prête pour la vidéo en 2019, tu vois, donc j'étais en mode ok, le podcast c'est une bonne alternative, donc j'ai lancé ça. Et ce qui est drôle, c'est que quand je l'ai lancé, en vérité je devais expliquer aux gens comment on écoute un podcast. Tu vois, aujourd'hui ça se fait plus. Oui. Mais là, je devais leur dire, en fait, t'as une application, tu vois, t'écoutes de la musique sur Spotify ou Deezer, mais pareil, en fait, t'as une section podcast, tu peux aller écouter. Et donc, j'ai commencé comme ça, j'ai publié un épisode par semaine, tous les mercredis. Et en fait, ça a marché plutôt vite, mais parce qu'il n'y avait pas tellement de concurrence. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de podcasteurs à ce moment-là dans le domaine de l'entrepreneuriat, dev perso, etc., etc. Donc, en 6 mois, je crois que j'ai passé la barre des 100 000 téléchargements. Donc, je ne savais pas si c'était bien, mais en fait, c'était hyper bien. Je m'en rendais pas compte, tu vois. J'ai fini l'année avec presque 300 000, j'étais hyper contente. Et en fait, 2020 est arrivé avec le confinement. Et alors, en fait, en début d'année, Aline Bartoli, qui était déjà mon amie à ce moment-là, elle m'envoie un message, elle me dit, est-ce qu'elle avait déjà un podcast, elle aussi ? Est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse une formation sur le podcast ensemble ? Je dis ok, d'accord, on peut faire ça. Donc on commence à travailler un peu dans notre coin. Le confinement arrive et elle me dit, en fait, désolée, je travaille sur un coaching de groupe qui est le début de la BSB Academy. Tu vois. Et donc elle me dit, en fait, ça me prend trop de temps, ça me passionne et j'ai envie de me concentrer là-dessus. Est-ce que ça te dérange pas que je te refile tout et que tu te débrouilles avec ça ? Je suis en mode ok, pas de souci. Puis comme les gens me posaient tout le temps des questions, je me suis dit, en fait, c'est pratique. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant le confinement et elle est sortie le jour du déconfinement, le 11 mai. J'ai fait mon lancement, ça a été mon premier gros lancement d'ailleurs. Et en fait, c'est à partir de là, j'ai juste lancé cette formation en me disant, ça va peut-être aider des gens, que mon business a généré plus d'argent, que je me suis fait connaître, et qu'en fait, les gens m'ont associé immédiatement à ce format-là, tu vois. Alors que c'était pas une volonté de ma part de me vendre comme expert du podcast, parce qu'à ce moment-là, la seule chose que je savais faire, c'était lancer un podcast. Donc la formation, au début, c'était ça. C'était comment tu lances ton podcast. J'expliquais juste ça, tu vois. Et au fil du temps, je l'ai agrémenté, je l'ai développé en fonction de ce que moi j'apprenais, tu vois. Mais en fait, juste ce que je savais faire, c'était lancer un podcast. Donc j'ai créé une formation, je l'ai vendue, et en fait, la notoriété s'est un peu développée de cette manière-là.
Et l'année d'après, j'ai été contactée par une maison d'édition qui est une éditrice m'écrit sur Insta, elle me dit j'écoute votre podcast, j'adore, j'ai un projet d'écriture, est-ce que ça vous intéresse et tout. Donc moi je suis en mode c'est un profil perso, il y a pas écrit genre la maison d'édition, c'est un peu bizarre, tu vois, c'est un peu louche. Mais bon, je me suis dit bon, je tente. Et en fait, j'ai fait le rendez-vous. Elle me dit ouais, j'écoute votre podcast, est-ce que ça vous intéresse d'écrire un livre sur le fait de lancer un podcast. Je suis en mode ok, cool. Bah oui, en fait, j'ai jamais pensé à écrire un livre, tu vois. Jamais dans ma vie, je me suis dit, je vais écrire un livre. Parce qu'écrire un livre, pour moi, c'est Victor Hugo, tu vois. C'est, je sais pas, tu vois, c'est pas Safia Gourari. Je suis en mode, non, donc ça n'a jamais été un projet. Mais en fait, quand il s'est présenté à moi, et en plus avec le podcast, déjà, ça a été un super argument de vente de mon programme, tu vois. Et en mode, le podcast, c'est cool, ça t'ouvre des portes et des opportunités. Mais en plus, j'ai trouvé que c'était génial et que c'était une bonne idée. Bon, au final, le livre, c'est plus que lancer un podcast parce que le comité de direction, entre guillemets, de la maison d'édition a regardé un peu ce que je faisais et ils ont dit, en fait, ce serait bien d'étaler un peu ça au podcasting pour les entrepreneurs, si tu veux. Okay. Donc, du coup, le livre est arrivé après ça. Mais si tu veux, les choses se sont un peu goupillées petit à petit et je pense qu'il n'y avait pas énormément de noms francophones, je précise, dans cette niche-là, à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a aidé, si tu veux, à me faire une place assez rapidement en soi. Parce qu'il y a plein de gens qui t'enseignent aujourd'hui à faire du podcasting d'une très bonne manière. Il y a plein de bons coachs, plein de bons formateurs. Mais c'est vrai que ce qui m'a différencié, entre guillemets, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai peut-être eu un petit train d'avance, un tout petit, tu vois, qui fait que ça m'a donné un coup de pouce en soi. Oui, t'as su saisir les opportunités aussi. Ouais, ça j'avoue que c'est un truc où les choses arrivent, en fait, au bon moment et je suis en mode, ok, en fait, je réfléchis pas. Et je pense que c'est une bonne chose parce que le livre, si j'avais réfléchi un peu plus, en termes de timing, de charge de travail, genre écrire un livre, en fait, être auteur, c'est un travail. Non, moi, j'avais déjà un travail. Ouais. Donc, c'était très dur de gérer les deux. Donc, je pense que si j'avais peut-être un peu trop réfléchi, j'aurais peut-être pas dit oui. Mais c'est vrai que quand les choses se goupillent un peu de manière naturelle, moi, je suis hyper spontanée et impulsive. Des fois, ça me fait défaut. Des fois, c'est cool. Mais c'est vrai que ça m'a aidée à ce niveau-là, quoi. Puis, il y a l'intuition aussi. Je pense que parfois, tu sens que c'est le bon projet au bon moment et que, voilà, tu dois y aller. Et je pense que il y a cette notion-là aussi. Tu parlais de podcast et du fait que toi, quand tu t'es lancé, le marché était encore, on va dire, pas très saturé. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. En 2024, le podcast, c'est devenu un moyen de communiquer qui est hyper, qui s'est répandu. Est-ce qu'il y a encore de la place pour se lancer en 2024 ? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer ? Est-ce que c'est encore possible ? Ouais, complètement. Il y a encore plein de places à prendre parce que certes, effectivement, il y a plus de monde qu'en 2019, mais il y a encore plein de places et le podcast se développe énormément, notamment grâce aux influenceurs. Parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent du fait que les influenceurs lancent leur podcast, etc. Mais en fait, c'est une excellente chose parce que ça met de la lumière sur ce format-là. Ça fait que les marques s'intéressent aussi à ce format-là et peuvent du coup aller investir à des spots auprès de podcasteurs, etc. Donc je pense qu'il y a carrément de la place, mais qu'il va falloir faire les choses différemment et qu'on arrive à un stade où la plupart des podcasts entrepreneuriat ou business se ressemblent. C'est ça. Donc il faut réfléchir à une façon de se différencier, à apporter, je pense, un peu plus d'authenticité et d'humain, tu vois, dans ce qu'on fait et de transparence. Pour moi, je pense que ça fait toute la différence parce que c'est l'essence du podcast. Tu vois, c'est un format qui est fait pour créer de la proximité et pour que tu puisses vraiment te livrer, t'enregistres chez toi. Bon, là, on est un peu dans un studio, tu vois, mais tu peux faire les choses de manière complètement anonyme et dans le confort de ta maison, tu vois. Moi, j'ai pas encore fait de podcast vidéo parce que je suis trop flemmarde. J'aime bien enregistrer à 23h alors que je suis chum ou le matin. Vraiment, il n'y a pas de... Tu vois, donc j'ai pas encore fait de vidéo pour cette raison-là. Mais en fait, je trouve que c'est accessible et que ça te crée une proximité avec les gens. Donc, toutes les thématiques ont leur place dans le podcasting, mais l'angle que tu vas apporter, il va être totalement différent. Donc plutôt que d'aller essayer de lancer un podcast qui reprend les mêmes codes que tout ce qui existe déjà, en fait, demande-toi vraiment, le travail, il est là, tu vois. Passe du temps sur comment est-ce que je peux faire en sorte de me démarquer. Donc, il faut écouter ce qui se fait, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment est-ce que nous, on peut apporter un œil différent, tu vois, comment est-ce qu'on peut changer les choses. Moi, je suis en phase de réflexion comme ça, parce que du coup, j'entre dans la 5e année avec mon podcast, là. Donc ça fait un bout de temps en vrai. Et en fait, là, tu parles de Build Your Podcast. Build Yourself. Build Yourself, pardon. Ouais. Donc, Build Your Podcast, c'est le nom du livre. Exactement, c'est le nom du livre et c'est le nom de ma formation aussi. Et donc le podcast, c'est Build Yourself. Et en fait, rétrospectivement, c'est pas intelligent d'appeler son cours Build Your Podcast ou son livre parce que personne ne peut le prononcer. Mais en fait, j'ai repris Build Yourself, tu vois. Build Your, et je me suis dit, allez, Build Your Podcast, c'est cohérent et tout. Personne ne peut le prononcer. C'est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, moi aussi, je suis dans cette réflexion de comment est-ce que je peux continuer à produire mon podcast et à faire en sorte que les gens continuent de l'apprécier
malgré tout ce qui existe. Et donc, l'un des angles que je prends, c'est que je fais des épisodes un peu plus spontanés, où j'ai pas forcément de ligne directrice. Donc, des fois, ça va dans tous les sens. Des fois, je fais des fautes de français. Je réécoute l'épisode une fois qu'il est sur la plateforme d'hébergement et je suis en mode, pourquoi j'ai inventé ce mot et tout. Et je me dis, c'est pas grave. Faut aussi lâcher prise là-dessus. Et en fait, j'aborde les choses, surtout les coulisses de ce que moi je peux vivre, de ce que moi je peux penser, etc., histoire que ce soit moins scolaire par rapport aux autres podcasts et qu'il y ait un peu plus d'une personne, encore une fois, dans laquelle tu peux te reconnaître et qui te permet de pas te sentir seule, tu vois. Donc, je suis aussi dans cette phase de réflexion. Tu vois, c'est un travail j'ai envie de dire de longue haleine. Donc, je fais et j'ajuste au fur et à mesure. Mais je pense que le vrai challenge, il est là. Comment est-ce que tu peux, certes, lancer ton podcast, mais faire en sorte d'aborder les choses un peu différemment. Avoir un angle un peu différent. Et après, moi, j'ai envie de dire, je pense que c'est bien de regarder ce que les concurrents font pour essayer de voir comment tu te démarques, etc. Et j'aurais tendance aussi à penser qu'il ne faut pas y passer trop de temps. Ah ouais. Parce que l'idée, c'est aussi... on finit sinon par se dire, ah bah ça existe déjà, ça a déjà été fait, quelqu'un en a déjà parlé. Et en même temps, c'est normal. Toi, tu es dans ton écosystème, tu vois forcément tous tes sujets, tu les suis sur les réseaux, donc tu as l'impression que tout le monde parle que de ça, mais ce n'est que ta perspective, tu vois. Et parfois, ça peut être un peu démotivant parce que tu dis, ah, c'est bon, c'est fait, c'est déjà refait. Donc je pense que c'est important. Il faut faire son étude de marché, voir ce qui existe, mais aussi se détacher un peu de, ok, c'est pas grave, ça a peut-être été déjà dit, mais ça sera pas dit de la même manière que ce que je vais pouvoir apporter. Ma perspective, elle va être forcément différente de celle de mon concurrent. Donc, je pense que moi, en tout cas, j'ai essayé de me déstresser comme ça en me disant, écoute, j'y vais, ça me fait kiffer, j'ai envie de le faire. Allons-y, quoi. Et moi, j'écoute aucun podcast d'entrepreneuriat ou de business. Jamais. Ok. Si tu ouvres mon Spotify ou mon Apple Podcast, il y a 0 podcast business, marketing, etc. Ok. Je n'écoute pas du tout. T'écoutes quoi ? J'écoute des trucs de gossip, de célébrités. Ok. J'adore. J'écoute du true crime. J'aime trop, vraiment, c'est trop ma cam. J'écoute... Pas avant de dormir, quand même. Non, jamais, sinon je fais faire des cauchemars et tout, j'ai peur. Il faut que j'écoute quand il fait jour et tout. Non, parce que mon mec, il écoute ça, mais avant de dormir, je suis là, mais c'est trop chelou, en fait. Ah ouais, de ouf. Moi, j'ai psychote après. Je regarde des gens comme ça, pourquoi tu me fixes ? C'est un peu bizarre. Mais du coup, j'aime bien aussi les podcasts d'influenceuses, tu vois, un peu sur leur backstage, ce qu'elles peuvent vivre. Vraiment, tu vois, des choses qui sont là pour me divertir, m'inspirer, etc. J'écoute, un peu de tout comme ça, mais pas de business, etc. Mais du coup, ça m'intéresse. Comment toi, t'as pensé ton podcast ? Comment tu t'es dit, sur quoi t'as travaillé pour te dire c'est cette émission que j'ai envie de produire et elle me tient à cœur et ça me ressemble parce que, tu vois. Ouais, alors déjà, moi, je souhaitais vraiment faire quelque chose de physique, d'avoir l'invité en face, et je pense que ça rejoint un des points que tu évoquais avant, c'est-à-dire le fait d'être dans l'authenticité, d'être dans le partage, de vraiment partager un moment, tu vois, genre là, on est toutes les deux, on se connaissait pas avant, c'est une rencontre, et pour moi, c'est juste créer un moment, tu vois, et se connecter à l'autre. Donc, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie que ce soit physique en présentiel. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a la logistique, etc., mais ça se fait. Donc là, il y avait cette dimension-là. Et après, moi, je me suis toujours passionnée des problématiques que peuvent rencontrer des femmes, et spécifiquement quand tu entreprends. Parce que on a des problématiques qui sont particulières, des challenges qui sont les nôtres, et ça vraiment je le vois moi à travers les clientes que j'accompagne en coaching, la peur de se lancer, le manque de confiance, tous ces sujets-là que j'avais envie d'aborder avec des femmes inspirantes, des femmes qui ont osé faire des choses, qui ont pris le taureau par les cornes et qui se sont engagées sur leur sujet, comme toi, comme d'autres filles que j'ai interviewées et que je continuerai à interviewer. Donc moi, ça a été cette passion de me dire je vais aller à la rencontre de femmes qui m'inspirent, dont j'ai envie de comprendre le cheminement, dont j'ai envie de comprendre un peu les backstage, et de le faire sous cette forme-là. C'est franchement hyper instinctif, à l'intuition, un peu une impulsion de me dire j'ai envie de faire ça. La première fois je suis arrivée, j'ai interviewé avec Cynthia, une amie à moi, on a interviewé Nina Ramen, j'étais là, en fait, c'est trop stressant. C'est trop stressant de parler devant une caméra, on en parlait avant, je suis limite plus à l'aise, tu vois, de parler devant 150 personnes en présentiel, parce que c'est quelque chose dont je suis habituée. Devant la caméra, c'est ultra intimidant, et en même temps, pour moi, c'était un challenge aussi, de me dire, je vais le faire pour apprendre des choses, pour monter en compétences. Et j'ai ultra kiffé. En fait, je me suis dit, waouh, je suis dans un flow. Tu vois, je suis dans un flow, c'est-à-dire que je suis hyper concentrée, je suis à fond, je kiffe. Et je suis ressortie de là, je me suis dit, j'ai envie de faire ça tout le temps.
Ouais. Voilà. Mais tu vois, c'est intéressant et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que, c'est hyper important d'aborder le spectre sous l'angle de la vision des femmes en fait, parce qu'il y a plein de podcasts, notamment vidéo, mais il y a beaucoup d'hommes. Ah et oui, en fait, je trouve que l'un des seuls podcasts où il y a pas mal de femmes, c'est In Power de Louise Aubéry. Absolument. Mais sinon, en fait, moi, il y a des podcasts que j'adore. Je sais pas si tu connais Zach Nani. Non. En fait, à la base, c'est un streamer, pour le coup, qui fait du coup ses podcasts vidéo, mais sur Twitch, en live. Ok. Donc ça s'appelle Zach en roue libre et c'est tous les mardis à 18h et il a une personnalité. J'adore son émission. Ok. J'adore tous les épisodes, mais c'est vrai qu'il y a genre 8% de meufs, tu vois, sur tout le contenu. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et donc c'est bien que tu arrives avec cet angle-là parce que ça donne plus de matière, tu vois, sur laquelle se reconnaître, avoir d'autres perspectives, etc., etc. Oui, j'avoue que ça, c'était aussi un des points, c'est que j'en pouvais plus de voir les boys club sur Insta tenir des propos sexistes et autres. Je me suis dit, il est temps que nous aussi, on puisse se mettre à la table et discuter et pouvoir partager nos opinions, oser. Donc voilà, là, c'est plutôt en mode one-one, mais ça peut être aussi sur de la table ronde et autres, ce type de format. Donc vraiment gros kiff. Toi, tu me disais que c'était ta chaîne YouTube qui t'a amené ce flow-là, ce kiff-là. Est-ce que tu as d'autres projets à venir, des choses qui te titillent, des choses que tu as envie de faire ? Alors, je t'avoue qu'en ce moment, mon focus, c'est vraiment ma chaîne YouTube. Ouais. Parce que je prends beaucoup de plaisir dans le fait de filmer, en fait. De me demander comment est-ce que j'ai envie de transmettre telle chose. Des fois, ça va être des vidéos hyper simples où juste je m'assois et je te parle de XXX étapes ou habitudes pour. Et en fait, des fois, j'ai envie de créer une ambiance. Donc en fait, j'explore pas mal le côté vidéo et ça me plaît beaucoup. Et j'ai aussi, en fait, j'ai repris mon podcast là, du coup, en janvier. Okay. J'avais fait une longue pause en 2023. J'ai eu des périodes un peu sporadiques où j'ai eu besoin de faire le point parce que en fait, ça faisait un bout de temps que je l'avais. Et en fait, je me reconnaissais plus dans le contenu. Donc j'avais besoin d'un break. En fait, là, j'arrive à une étape où je reprends du plaisir, tu vois, à enregistrer des épisodes et ça me fait du bien. Donc en vérité, je pense que mes deux axes, ça va être ceux-là, tu vois, pour cette année en tout cas. C'est à la fois de continuer à faire des vidéos, d'apprendre, explorer les choses, mais aussi perdurer en fait avec le format audio et ce que je peux transmettre du coup là-bas. Je trouve que c'est facile, entre guillemets, de répertorier en plus en termes de sujets et de contenu. Parce qu'encore une fois, avec un podcast, tu peux plus te confier, et faire les choses de manière un peu plus spontanée, etc., quoi. Carrément. Et justement, sur une question que je me pose, que tu sauras sûrement, à laquelle tu sauras sûrement répondre en tant qu'experte podcast. Quand tu te lances comme ça, et moi c'est mon cas, tu vois, j'ai un nouveau podcast, c'est cool, je m'éclate, mais l'idée c'est quand même derrière que ça puisse être visible. Tu conseillerais quoi pour permettre plus d'écoute, évidemment il y a les réseaux sociaux, ça c'est une chose, mais est-ce que tu as des conseils justement sur comment on fait pour faire monter un podcast ? Ouais, alors il y a plusieurs angles. Le premier point en rapport avec le mindset et le plus important, c'est la patience, parce que ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'avec un podcast en fait il n'y a pas de viralité, tu vas pas être connu du jour au lendemain et surtout tu n'as pas de résultats tout de suite et tu ne vois pas les résultats tout de suite. Donc ça nécessite de publier un certain nombre d'épisodes en tâtonnant, en se demandant si c'est bien, etc., avant de pouvoir récolter des fruits. Et ça, il faut être OK avec ça. Il y a des gens qui sont trop impatients pour ça et qui n'y arrivent pas. Et je trouve que c'est l'un des éléments le plus importants parce que en fait, il y a plus de... Alors, j'avais vu une étude qui disait qu'il y avait plus de 70% des podcasts sur Apple Podcasts qui ne sont pas allés au-delà de 10 épisodes. Ouais. C'est ce qu'on appelle le pod fade. Et en fait, le pod fade, c'est quand les gens lancent un podcast sur un coup de tête, parce que ça leur plaît, etc. En fait, ils n'étaient pas prêts pour la charge de travail. Exactement. Et puis pour le fait que, en fait, au début, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont t'écouter. Et donc, en fait, ils abandonnent parce que voilà, c'est trop de contraintes, trop de ceci ou cela, j'ai pas le temps, machin. Et je trouve que c'est vraiment trop dommage. Donc, le premier point, déjà, c'est la patience et le fait d'accepter que ça prend du temps. Le deuxième, c'est la régularité. Parce que mine de rien, c'est hyper important. Si on a envie de développer son podcast, il faut créer un vrai rendez-vous. Il n'y a pas de... Alors forcément, plus tu publies, plus ça marche. Voilà, c'est comme ça. Plus tu es visible, plus les gens t'écoutent, etc. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout le monde doit absolument publier toutes les semaines. Ouais. Parce que c'est un sacré rythme aussi. On peut partir sur des saisons. Il y a plein de rythmes différents en fonction du temps que chacun a. Mais je trouve qu'une fois que tu te fixes un rythme de publication, tu le respectes. Ouais. Et tu fais en sorte que ton agenda respecte tout ça. Genre le podcast, ça doit être une priorité. Tu vois, si je vais sur ton compte Insta, est-ce qu'il y a écrit le nom de ton podcast dans ta bio ? Est-ce qu'il y a écrit que Sonia est podcasteuse ? Tu vois, il faut que ce soit un truc mis en avant. Et sur ton site, si tu en as un. Et sur toute ta présence sur Internet. Et ensuite, le meilleur conseil
pour développer un podcast rapidement, c'est de ne pas oublier que les gens qui écoutent des podcasts et que donc il faut collaborer entre podcasteurs. Et il y a plein de façons de collaborer. Tu peux faire une interview, voilà, comme ça. Chacun la relaie de son côté. Tu m'interviews, je peux t'interviewer. Il y a le fait aussi de co-créer. Donc, on se dit, tiens, si on crée un épisode de podcast ensemble, parce que c'est possible aussi, en dehors de l'interview, je sais pas, on va aborder, exemple bateau, 10 tips d'organisation. J'en fais 5 et je renvoie chez toi. Et toi, tu fais les 5 autres. Et en fait, ça donne un petit coup de boost comme ça. Il y a aussi des petites expériences de gamification. J'avais déjà vu ça dans un podcast. Alors, c'était le podcast de Doria Lanjoué. Je me souviens plus du nom de son podcast, mais en tout cas, avec son prénom, on peut la retrouver, Doria Lanjoué. Et elle est experte en gamification. Et en fait, le truc, c'est que tu écoutais son épisode et il y avait un espèce de mot-clé qui te renvoyait vers un certain truc. Et en fait, tout ça... et qui était fait avec une collaboratrice, elle l'avait fait avec une autre personne. En fait, je trouve que c'est des façons hyper simples et hyper rapides de créer de l'interaction et de faire en sorte que les gens passent d'un podcast à l'autre. Parce qu'au final, une personne écoute en moyenne 7 à 8 podcasts, je crois. Donc c'est beaucoup, tu vois, en vrai. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc il y a de la marge, en fait. Et la force pour moi et la rapidité de croissance, elle est vraiment là. L'un des trucs aussi hyper rapides, c'est juste un échange de promotion. J'avais testé ça un été. Avec 3 autres copines podcasteuses, en fait, chacune sur un épisode. C'était sur un été, donc il y avait un épisode dans le mois où je disais par exemple cet épisode est fait en collaboration avec Sonia. Okay. Donc Sonia qui a le podcast Soror. Moi je sais pas dire Bulgur podcast, donc ça me rassure. J'étais en mode purée là. Donc il y a le podcast Soror qui aide telle personne à faire telle chose. Moi je vous recommande d'écouter l'épisode 3 sur tel sujet, l'épisode 5 sur tel sujet et l'épisode 18 sur tel truc. Vous pouvez y aller à travers le lien dans ma bio ou en tapant directement le podcast, Soror sur votre application d'écoute. Et toi, tu fais la même chose, tu vois, avec mon podcast. En fait, ce truc-là, ça avait bien marché aussi. Et c'est un moyen de faire en sorte de circuler un peu les gens. Alors forcément, tu le fais avec des podcasts dans des thématiques complémentaires à la tienne, mais pas similaires. Parce que sinon, les gens sont un peu réticents et c'est plus difficile pour eux d'accepter. Mais alors, en termes de visibilité et de croissance, il n'y a rien de plus efficace en instantané dans le podcast. Ok, hyper intéressant. Donc cette entraide entre pairs, d'aller chercher des sujets complémentaires dans lesquels tu vas pouvoir te renvoyer les... Exactement. En fait, il ne faut pas négliger cet aspect-là. C'est vrai qu'on a tendance à... Parfois, on est un peu dans la rivalité, la concurrence et tout. Moi, je pense qu'on peut s'entraider et qu'il y a des gens... Alors certes, tu ne peux pas travailler avec tout le monde, mais il y a des personnes avec qui ça va bien matcher et en fait, il faut se donner un coup de pouce mutuel, quoi. Carrément, mais je pense que même cette idée-là, elle est valable au-delà du podcast, mais de manière générale, dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, lorsque tu es indépendant, s'entraider. En tout cas, moi, je sais que j'ai démarré comme ça. C'est qu'on s'envoyait des missions avec mes collègues, avec les personnes qui font la même chose que moi. Et honnêtement, c'est clairement ça qui m'a fait décoller. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Il faut voir ses concurrents plus comme ses amis. Alors, bien sûr... tu leur dis pas tout, c'est sûr. On ne dit pas tout. Parfois, on peut aussi... moi, je sais que ça m'arrive de voir des contenus, on en parlait tout à l'heure, quand tu vois 1000 fois les mêmes trucs qui ressemblent à ce que tu peux poster, tu unfollow, c'est pas grave, tu vois, bon. Mais il y a vraiment un intérêt, je trouve, majeur de collaborer avec tes compétiteurs. Ouais. Exactement. Donc voilà mon meilleur conseil pour faire connaître ton podcast. Trop bien, je vais tout appliquer à la lettre, tout. J'avais un petit jeu, j'ai préparé un petit jeu, pas de nom pour cette séquence, mais en gros, c'est tu préfères ça ou ça? Et tu vois, en termes de gamification de jeux et tout pendant l'épisode de podcast, est-ce que tu connais un bon moment de Kian Kojandi? Non. Écoute, va voir les épisodes. Il y a plein de jeux, parce que c'est des interviews un peu comme ça, mais avec des humoristes, des machins et tout. Il y a plein de jeux, il y a des petites séquences sympas. Il y a même des jeux pour les auditeurs et les viewers. En fait, il y a des petites emojis qui viennent. Et en fait, c'est des énigmes. Et dans le Discord, les gens, le premier qui résout l'énigme, il gagne genre des places pour le spectacle de Kian Kojandi et tout. C'est trop stylé en termes de gamification. J'avoue, je regarderai parce que j'avais vraiment envie de faire des... Ouais, ça fait la différence. Des trucs un peu chouettes. D'ailleurs, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire Hot Wings, mais je l'ai pas fait. Je me suis dit, je sais pas si elle va kiffer manger des nuggets avec la sauce pimentée. Je n'aurais pas aimé. Mais j'avoue, je kiffe ce genre de... Enfin, en tout cas, Hot Wings, je l'aime beaucoup cette émission. Ouais. Et je pense que ça peut être pas mal, effectivement, sur des formats vidéo comme ça, d'intégrer des petites séquences avec des jeux, des choses comme ça. Carrément, ouais. Du coup, est-ce que tu es plutôt How I Met Your Mother ou Friends? Ah, je suis Team Friends. Ouais. Lève-tôt ou couche-tard? Je suis un peu des deux, mais je dirais quand même lève-tôt. Lève-tôt. Mais j'ai l'impression que je suis plus productive et que je fais plus de choses quand je me lève plus tôt.
Ok. Netflix ou France Inter? Ah non, je suis Netflix. Netflix, pas du tout de la radio? Non, jamais. Le podcast quand même. Oui, les podcasts. mais pas tu la vois, radio. pas les podcasts de radio. Ouais. Ah oui? Ouais, j'en écoute jamais. Ok. Je suis plutôt podcast natif. Pourtant, France Inter, ils proposent plein de trucs qui peuvent être chouettes parfois, mais bon, voilà. C'est vrai, j'irai voir. Ouais. Insta ou Threads? Ah, je dirais Threads. Je trouve que ça apporte un petit vent de fraîcheur, ça décomplexe un peu les gens, on découvre un peu les vraies personnalités, alors que sur Instagram, on a un peu tous un balai dans le popotin, donc Threads, c'est bien, ça enlève ça. Pour le moment, en tout Oui, cas. ouais, c'est vrai. Cardio ou renfo? Moi, je suis team renfo, j'adore la musculation. J'aime Ouais. bien me challenger, j'aime bien travailler ma force, tu vois. J'aime bien ça. Ok, trop bien. Merci en tout cas pour cette petite séquence. C'était un plaisir de t'avoir, de te recevoir. Ben, moi aussi. J'ai appris plein de trucs. On mettra dans les notes de l'épisode toutes les références de podcasts que tu as partagées, les tips pour faire décoller son podcast, pour se lancer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Safia? Ben, on peut me retrouver sur YouTube. C'est là Ouais. où je passe le plus de temps. Donc, Safia ou Safia Gourari, et ma chaîne apparaîtra. Mais c'est vrai que c'est là que je publie le plus. Je recommande à fond. Moi, je suis devenue addict. Dès que j'ai la petite cloche là avec sa nouvelle vidéo qui arrive, je suis là, yes! Merci, ça me fait très plaisir. Donc c'est trop chouette. Merci en tout cas, merci infiniment. Merci à toi. Salut Safia. Salut. J'espère que le parcours de mon invité t'a inspiré. J'ai 2 questions pour toi. Quels sont tes grands apprentissages suite à l'écoute de cet épisode? Que vas-tu mettre en place dès demain? Je t'invite à prendre en note tes réponses et à me les partager via les réseaux sociaux. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi à la chaîne YouTube et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast.